c'est l'indicamétrie, de savoir si c'est le donc parvenir à la formation. Et au niveau de la présentation bref, qui sera faite, il y a 7 sous-points, l'origine, la définition, les objectifs spécifiés de la science indicamétrique, quelques instruments, la biographie, les mondiales, et puis quelques dates importantes. Encore une fois, le domaine d'application de l'indicamétrie, je pense que c'est suffisamment beaucoup étalé pour permettre à tous ceux qui sont présents, qui sont connectés, de pouvoir voir dans chaque donc son protocole, les enfants par la science classique. Et on fait la conclusion. Donc, je pense que c'est surtout ces 4 points, grands points que nous allons pouvoir échanger. Donc, dans le je n'ai pas su une citation qui a été donnée par le président qui a été donnée par le président Nicolas Sarkozy, qui a été donnée par le président Nicolas Sarkozy. Je tiens à vous informer que le contenu de cette communication vous sera donné. Donc, je vais laisser la latitude aux organisateurs de mettre à disposition. Si Vous dites que l'indicamétrie est une science, si on dit qu'elle est science, c'est qu'elle est complexe. Elle a son objet de recherche, elle a ses concepts, elle a sa méthodologie et ses outils. Qui en est l'inventeur? On ne saurait parler de l'indicamétrie, on parle de son inventeur. Pour ceux qui savent Diabaté, pour ceux Diabaté, pour ceux qui savent et ceux qui ne savent pas aussi, c'est beaucoup de savent, beaucoup aussi ne savent pas, c'est normal. Il est non seulement agrégé en économie de développement, il est docteur en sociologie, il est docteur en sciences politiques, et il a fait plusieurs autres diplômes. Mais pour ce qui relève de cette biographie-là, nous avons laissé la latitude des organisateurs de mettre ça sur la plateforme pour que chacun puisse lire. Parce que si on veut s'étaler sur sa biographie, je pense qu'on ne va pas vite finir ici. Nous passons donc au 6e point qui est l'évolution spatio-temporelle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'indicamétrie n'est pas né ex nihilo. Ça a été, c'est vrai, l'inventeur, c'est Moussa Diabaté Moustapha. Mais pour qu'une œuvre soit parfaite, il faut porter sa critique. Donc, la porter ses œuvres, la laisser son œuvre porter à critique par ses collaborateurs. Depuis la Sorbonne. Donc, il était dans beaucoup d'institutions universitaires à Paris, à Genève, à Bruxelles, à Stanford, à Michigan, à Chicago, Montréal, Québec, etc. pour perfectionner donc sa science. Donc, ce qui fait qu'en 63, il fait l'ouverture, comme on l'a dit, il jette les bases de l'indicamétrie à Paris, à la Sorbonne, qui était appelée, pas indicamétrie, mais capacité de développement, qui donnera naissance plus tard l'indicamétrie. De 69 à 72, il allait expérimenter les instruments d'indicamétrie à la CNICET, c'est-à-dire la Conférence des Nations Unies, sur le commerce et le développement. En 80, sur l'invitation du gouvernement américain, il a visité la NASA, il a animé des conférences dans plusieurs universités, à Indianapolis, à Los Angeles, à Atlanta, Michigan State University, Boston, Detroit, Texas, Ann Arbor, New Orleans, Chicago, Washington et New York. Et là, c'est quand il était à la NASA, c'est l'image que vous voyez. Ça, c'était en juin 1980. Et en 83, l'OAPI, c'est-à-dire l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, par lettre datée du 24 février 1983, reconnaît l'indicamétrie comme découverte scientifique qui mérite d'être enregistrée au niveau de l'accord international sur les découvertes ABEN. En mars 2024, le procès Diabaté a fait officier des parcs à CAMES, c'est-à-dire le Conseil africain bagage pour l'enseignement supérieur, pour avoir mis en place l'indicamétrie. En 2006, il y a eu la signature de l'arrêté qui a donné naissance, je ne vais pas dire à l'Institut officiellement, à l'Université de Bouaké, qui est IMEFI. Donc, quand l'arrêté a décidé, les premiers étudiants, il fait partie de la première promotion des étudiants, officiellement que l'État de Côte d'Ivoire, après l'arrêté signé par le ministre, pas qu'en gros, que l'État de l'enseignement supérieur, nous avons été les premiers étudiants. Et là, nous voyons le prix de la gouvernance mondiale que le gouvernement italien a décerné au professeur Diabaté, précisément le 18 juillet 2009. Le 20 juin 2010, à Florence, le professeur Diabaté a été admis comme membre du Sénat de l'Académie mondiale de l'Italie. En novembre 2010, le professeur Diabaté est invité à Cotonou au Bénin dans le cadre du symposium international sur les 50 ans des éléments africains, effectivement. Je m'appelle très bien qu'à cette conférence, pour ne pas dire à ce symposium-là, nous avons travaillé, j'étais son assistant, nous avons travaillé sur sa communication. Il avait été invité par l'organisateur, dont le président Yahi Boni, il y avait le président Paul Kagame, il y avait le professeur Albert Théodoré et bien d'autres éminences, et aussi des intellectuels, des hommes d'affaires de l'Afrique,
c'est-à-dire en interne comme de la diaspora qui sont venus et qui ont reconnu effectivement après, suite à l'intervention du professeur, que l'indicamétrie méritait d'être donc accepté par tous les États africains pour pouvoir booster leur développement. Développement axé sur l'homme, bien évidemment. Donc, ce sont les images du symposium qui sont là, vous pouvez voir à gauche, en haut à gauche, le professeur Albert Tebogere. Bon, l'audace, c'est dans la thématique de ce symposium, dans l'audace, unique défi pour une Afrique nouvelle. Donc, vous voyez le professeur Norag ici, à droite, le professeur, le président Paul Kagame, en bas à gauche, le professeur Diabaté Moussafa et à droite, l'auditoire. Et ici, en 2010, le professeur fait Dr Honoris Causa, il en a eu tellement les distinctions honorifiques. Dr Honoris Causa en Italie. Donc, en quelques mots, c'est ce que nous pouvons dire, c'est-à-dire les 60 ans où les bases médicales j'étais à la seconde apparu jusqu'à maintenant. Le parcours en filigrane de l'inventeur et de la science. Donc là, nous allons nous présenter dans sorte sur les domaines d'application qui constituent donc notre troisième articulation, notre troisième grande articulation au niveau de cette communication. Les domaines d'application de l'indicamétrie. C'est-à-dire, ce sont des outils que nous mettons à disposition pour permettre que ce soit les dirigeants, les hommes d'affaires, les citoyens lambda, les indicamétries d'investissement, le recrutement de RH, la sécurité nationale, les relations conjugales, la gestion des projets en médecine, etc. On va prendre quelques exemples pour vous montrer réellement comment est-ce que ça fonctionne. Je ne peux pas dire réellement à quoi ça s'attend. Donc, au niveau de l'orientation scolaire universitaire, d'abord, nous prenons l'orientation. Nous avons des agents d'orientation qui prennent sur la base de leurs indicateurs. Ici, les indicateurs qui prennent en compte, ce sont les notes en moyenne pour affecter, orienter les enfants, pour qui certains feront l'enseignement général dans le LOCI, d'autres le cours cycle, soit technique, soit professionnel. Mais le constat, d'abord, il y a trois faits qu'il faut noter. Vous dites que ce système qu'ils utilisent, qui est la moyenne, a échoué. Parce qu'en tant qu'économiste, nous dirons que c'est le premier indicateur qu'on nous calcule en statistique, donc en économie, qui nous aide. Mais la moyenne, c'est un indicateur qui est biaisé. La moyenne est un indicateur qui est biaisé. Nous sommes en train d'écrire avec mon collaborateur au Canada, nous sommes en train de faire un ouvrage là-dessus pour montrer pourquoi c'est la moyenne de l'indicateur sur lequel il ne faudrait pas se fier, se fonder. Parce que c'est le premier indicateur qu'on calcule en économie, donc en statistique. C'est sur la base de la moyenne qu'on calcule tous les autres indicateurs, donc la covariance, la variance négative, et ainsi de suite. Donc le biais qui induit la moyenne, c'est ce biais-là qui grossit. Donc ça va monter, ça fait effet boule de neige. C'est pourquoi nous disons que tout ce qui est projection en économie, sa réalisation est approximative, elle n'est pas juste. Pourtant, ce sont les chiffres que nous utilisons. Pourtant, ce sont les chiffres que nous utilisons, mais nous ne parvenons pas donc à dire juste. Donc, nous disons que cette entreprise va faire un chiffre de temps sur le terrain, c'est parce que nous constatons. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte dans notre modèle, qui viennent donc biaiser, qui viennent nous faire écarter même de nos génétiques. Donc, ici, les agents d'orientation s'appésantissent sur la moyenne qui est un indicateur important pour pouvoir affecter un enfant. Or, nous leur disons qu'effectivement, la moyenne ne peut pas constituer, les notes ne peuvent pas constituer un facteur, un élément prépondérant pour désigner si l'enfant sera médecin, si l'enfant sera un expert comptable, si l'enfant sera un magistrat, si l'enfant sera un avocat, si. Et nous avons un système qui est stéréotypé. Nous avons un système qui est stéréotypé qui fait bien évidemment que quand l'enfant ne rentre pas, ne cadre pas dans notre système, on les renvoie. On n'est pas dit, on l'exclut. Donc il devient un déchet humain. Pourtant, nous n'avons pas pris le soin, nous n'avons pas les outils qui nous permettent de déceler les valeurs, les forces de l'enfant pour l'amener à faire un parcours scolaire qui est en phase avec ses forces. Donc, la moyenne ne peut pas nous dire si réellement l'enfant il sera médecin, comme je l'ai dit. Mais avec les outils indicamétriques, on vient corriger ça. Puisque l'outil indicamétrique nous permet de savoir quand on fait l'étude de l'enfant, on sait déjà si l'enfant a la prépondérance pour pouvoir être, comme on le dit là, un manager. Il a la prépondérance pour pouvoir être un magistrat. Donc, si on te dit l'enfant, il a le profil pour être un médecin, tu sais ce qu'il y a lieu de faire pour que l'enfant soit un médecin. Même dans le choix des cadeaux de l'enfant, vous devez parvenir à faire des choix de sorte que l'enfant il soit entouré de documents qui tournent autour de la médecine.
Parce que moi, je connais des jeunes qui ont soutenu leur de doctorat à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans. Mais pourquoi? Parce que le profil matchait avec réellement, après sondage, le profil matchait avec les études qu'ils ont embrassées. Donc ça, au niveau de, comment on appelle ça, de l'orientation, c'est ce que pour faire. Ici, j'ai beaucoup d'exemples puisque nous avons étudié des cas. Je m'appelle en 2019, et pardon, en 2014, il y a un parent d'élève qui est venu me voir. Il a été recommandé parce qu'il n'arrivait pas, il était désabusé. Pourquoi? Son fils était major en seconde C, il était major en première C, il était major en terminale C, il a eu le bac avec mention. Ici, on l'a fait dans l'université de Cocody, à la faculté des maths pures, maths informatiques, qui sont des maths pures. Après 3 années, l'enfant échoue, on le renvoie. C'est-à-dire l'enfant, le papa n'arrive pas à comprendre. Les agents de l'orientation, ils sont basés exclusivement sur, comment on appelle ça, sur les notes. On dit qu'on a des fautes prépondérantes, il a des fortes notes. Dans les matières scientifiques, non, on pourra facilement réussir en médecine, et en maths pure. 3 années après, l'enfant est renvoyé. C'est-à-dire le papa est désabusé qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, effectivement, il vient vers moi. Je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que les exigences pour réussir en maths d'info l'enfant a ça? Les exigences, ce ne sont pas les notes. Est-ce qu'il a réellement l'endurance, l'intelligence exigée pour réussir en maths d'info? Ça, l'indicateur dit, on calcule ça. Est-ce qu'il a assez endurant pour pouvoir réussir en maths d'info? Est-ce qu'il a cette capacité d'assimilation rapide pour pouvoir réussir en maths d'info? Non, j'ai fait l'étude, il s'est prêté, j'ai fait l'étude, j'ai vu que effectivement l'enfant était scientifique. Mais c'était pas sa filière qui était les maths pures. Lui, c'était plutôt les maths financières. C'était les maths financières qui devaient faire donc l'expertise comptable. Il a dit c'est ce que l'enfant devait faire. Puisque effectivement, de colonie, il y a une branche qui fait l'expertise comptable. Puisque l'enfant était renvoyé de l'université publique, les parents ne pouvaient plus le faire partir à l'université, donc c'était un peu compliqué. Là, il a fallu qu'il le fasse aller, soit au Sénégal. Au Sénégal, ce sont nos économistes ici, qui vont encore au CESAC, aller se perfectionner avant de venir exercer ici. Donc, il fallait maintenant trouver s'il y avait une institution privée, une université privée, où les gens pouvaient faire l'expertise comptable. C'est ce qu'il a fait, il a fait partie de l'enfant de la Côte d'Ivoire. L'enfant était major brillant, et actuellement, je pense qu'il exerce en France dans un bon cabinet d'expertise comptable. Donc, moi, je pose la question de savoir aux inspecteurs d'orientation et au conseil d'orientation. Mais si on prend le cas de ce papa-là, c'est parce qu'il avait les moyens, qu'il a pu rattraper les tirs. Mais imaginez les parents qui sont loin, éparpillés dans les villages, dans les zones urbaines reculées, qui n'ont pas les moyens. On vous confie la gestion de leurs enfants, l'orientation de leurs enfants. Vous vous en basez sur des indicateurs qui ne sont même pas parlants pour pouvoir dérouter les enfants. C'est parce que ce monsieur, lui, il a pu rattraper le tir, non seulement il a eu l'information juste, et il a eu les moyens. Maintenant, imaginez les parents qui sont au fond, comme je le disais tantôt là, qui font beaucoup d'efforts, non seulement pour exister, mais pour scolariser les enfants. Vous n'avez pas d'outils pour pouvoir les aider, pour pouvoir rectifier ces tirs. Ça, c'est ce qui concerne quand même l'orientation. Donc, on fait l'étude de l'enfant, du profil de l'enfant. On sait déjà si tu as une propension à faire de longues études. Il y a d'autres indicateurs qui nous disent si toi, tu seras médecin, avocat, juge, tu seras expert comptable ou pas. Maintenant aussi, on a les outils pour te dire que non, l'enfant que tu as, il a la propension pour faire le coup cible. C'est-à-dire, lui, c'est technique ou professionnel. C'est-à-dire, lui, tant qu'il n'a pas fait de toucher, tout ce qui est théorique, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui est théorique ne l'intéresse pas. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'on met tout le monde dans le même moule. Et on dit non, toi tu es dernier parce que tu ne peux pas faire le non-si. On ne dit pas que tu ne peux pas faire le non-si, on dit que tu ne vaux rien. On s'en fout. Certes, tu n'as pas la propension à faire le non-si, mais tu as une propension excellente dans le poussif technique. Ou bien même dans l'art. Ou bien même dans les filières professionnelles. Donc, pour gagner en efficacité en temps, on fait ces études-là pour pouvoir aider les parents. Donc, ce sont ces outils-là que nous avons prévenus et qu'on a fait pour partager à ces techniciens au niveau de l'orientation pour aider